Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Salut Benjamin, bienvenue sur Antipop. Salut, merci pour l'invitation. Je suis trop contente de te recevoir. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît, toi et moi, depuis 2019 ou 2020, si je me souviens bien. C'est ça. Et on a eu l'habitude de collaborer sur plusieurs projets, notamment sur un podcast Par deux voix que je co-animais avec Cindy Honnet qui l'avait créé et Mélanie Young. On a aussi créé un premier guide de l'enregistrement à distance puisqu'on était en plein boom de ces technologies à distance avec le Covid. Et aussi, on collabore sur des sujets où certains de mes clients et clientes travaillent avec toi et sont super contents notamment de ta pédagogie et ton aspect très... Voilà, tu sais très bien expliquer, tu comprends bien les enjeux des podcasteurs et podcasteuses. Et c'est ce qui m'a donné envie de te réinviter aujourd'hui. C'est que depuis la dernière fois, depuis que les enregistrements à distance se sont généralisés, il y a plein d'outils qui sont apparus. Il y a l'IA qui est venue un peu bouleverser tout ça. Et on s'est dit, toi et moi, que c'était intéressant de se refaire une passe de ce guide pour enregistrer à distance sans sacrifier la qualité de son son, que ce soit en audio et en vidéo, puisque ça fait partie des tendances qui ont émergé ces derniers temps. Tu me parles depuis Marseille, Ouais. qui est du coup ton fief, ton ton QG, et moi je suis depuis Barcelone, donc c'est un épisode qui est sponsorisé par la Méditerranée. Il y a du soleil, c'est bien. Exactement. Donc, dans cet épisode, on va un peu procéder en 4 parties. On va faire un état des lieux, des outils principaux qui existent pour enregistrer à distance, avec aussi des bonnes pratiques par rapport à l'utilisation de ces outils. On va parler de comment est-ce que vous allez résoudre votre plus gros problème quand vous enregistrez à distance. Je vous fais un petit peu de teasing, vous allez découvrir que c'est pas forcément de votre côté. On va parler aussi du traitement audio. Une fois que on a monté son épisode, comment est-ce qu'on fait le traitement audio pour maximiser la qualité de son son. Et enfin, tout ce qui est perspective de vidéocast, comment est-ce qu'on utilise la vidéo, parce que quand on est à distance, il y a un écran, pourquoi pas l'utiliser, et il y a des choses à prendre en compte. Et tu vas nous partager des conseils très concrets parce que tu as une double casquette. Tu as une casquette sur la tête, mais tu en as une qui est imaginaire, qui est... tu es ingé son, mais tu as aussi tu as une grande expérience dans tout ce qui est audiovisuel en général, la vidéo, etc. Et donc c'est ton cœur de métier. C'est mon cœur de métier, l'audiovisuel. Donc, je suis quand même ingé son principalement quand j'étais plus jeune sur de la fiction. Maintenant, avec l'âge et les enfants, je me suis plutôt dirigé sur tout ce qui est film institutionnel et publicité. Donc, c'est vrai que tout ce qui est rapport à l'image, j'ai quand même des connaissances plus qu'approfondies sur le sujet. Et voilà, et c'est cette double expertise dont tu vas nous faire profiter aujourd'hui. Alors, commençons par la première étape, qui est un état des lieux d'un peu des grandes solutions qui existent aujourd'hui si on a envie d'enregistrer à distance un épisode de podcast, par exemple dans le cadre d'une interview d'un invité. Il y a notamment Riverside, qui est la plateforme qu'on utilise tous les deux. Là, aujourd'hui, pour enregistrer cet épisode, moi, j'utilise depuis une petite année. J'en suis assez contente. Il y a certaines fonctionnalités dont je vous parlerai juste après qui me changent un peu la vie. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as noté Du coup, Riverside, ouais, c'est qui est, je pense, la référence. Je sais pas les chiffres, mais je pense que c'est le plus utilisé quand même. Dès que j'en parle un peu autour de moi, c'est souvent Riverside qui ressort. Il y a quand même pas mal de fonctionnalités sympas, notamment avec l'apport de l'IA. On peut monter directement une partie du podcast directement sur son navigateur. Donc, c'est quand même assez pratique pour des néophytes en podcast qui n'ont pas forcément les compétences pour utiliser Reaper rapidement, etc. On peut faire de la sélection de texte et supprimer. J'ai pas pu tester les outils pour enlever justement les bruits de fond, etc. Je sais pas s'ils sont efficaces ou pas. Donc ça à tester. Ouais, moi j'utilise sur la fonctionnalité mini clip. C'est vraiment une fonctionnalité que j'adore sur Riverside. C'est qu'à partir de la captation vidéo, ils vont sélectionner des moments clés
de l'épisode et générer un mini clip. On peut faire les captations, modifier la transcription, etc. Et dans ce cadre-là, il nous propose, comme tu le disais, de modifier directement avec le texte les phrases que nous ne voulons pas. Donc ça, c'est facile pour le montage et de réduire les bruits de fond ainsi que les les mots un peu, tu vois, les mots qui comblent, comme ceux que j'utilise souvent. Et ça marche pas mal. Effectivement, je l'ai vu. Moi, je l'ai utilisé principalement sur mes mini-clips parce que pour mes épisodes de podcast en soi, je travaille avec une ingé son, mais ça marche bien en tout cas sur ce que je vois pour le matériel de communication. Ok, très bien. Donc voilà, je pense que c'est quand même une des références. Le prix est correct. En plus, c'est 24 € par mois, je crois, sur la solution Pro. Ce qui est, je trouve, assez correct pour 15 heures d'enregistrement. Donc ça fait quand même pas mal d'épisodes. Donc c'est quand même une bonne solution. Le deuxième qui est aussi très connu, c'est Zencastr, qui est l'autre référence un peu du milieu. Donc qui présente à peu près les mêmes outils en termes d'IA, etc. Il y a à peu près les mêmes choses. Le petit truc qui est en plus, c'est qu'on peut faire de l'hébergement avec et surtout de la promotion de podcasts directement via Zencastr. Donc c'est le côté un peu intéressant. Donc après c'est moins mon domaine sur tout ce qui est communication, etc. Mais je pense que ça peut être un truc pas mal en plus d'avoir tout intégré. Si on n'aime pas avoir 36 plateformes ou si on est un peu néophyte, ça peut être une bonne solution aussi. Moi, je le connais, je l'utilisais il y a plus 2 ans avant de passer par Riverside. Ça faisait le job, selon moi. J'ai pas vu toutes ces nouvelles fonctionnalités que tu mentionnes. Après, moi, j'ai eu pas mal de bugs avec Zencastr et mes clients et mes clientes aussi. Peut-être que c'était un moment de trouble dans leur développement, mais c'était un peu c'était un peu mon impression. Donc c'est pour ça aussi que je suis passée sur Riverside et notamment pour, les fonctionnalités, je vous disais que j'aime beaucoup. On a aussi, StreamYard qui est une solution qui est là pour, faire des lives, plus, des lives LinkedIn et cetera. Mais on peut aussi l'utiliser pour, enregistrer des podcasts. Ça permet, si on a une communication qui intègre des webinaires, des événements un peu live et cetera, ça peut être intéressant de faire, un 2 en 1. Moi, j'utilise StreamYard pour, les lives LinkedIn que j'organise. Mais la version, gratuite, me va, parfaitement, donc j'ai décidé, de payer Riverside. Sur StreamYard, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a l'habillage que tu peux intégrer, qui a l'air assez facile à utiliser. Donc pour quelqu'un qui est pas habile en montage, en Photoshop et qui aurait du mal à créer l'habillage de son podcast vidéo, je trouve que c'est une solution qui a l'air pas mal. En plus du live, quoi. Ça permet d'avoir un habillage pro, de faire un truc un peu plus propre, plus correct, sans se prendre la tête. Et c'est quand même pas négligeable quand on passe sur de la vidéo. Parce que de la vidéo brute, sans habillage, ben, ça fait vite cheap. Tu vois, même si ton image est belle, d'avoir des petits panneaux qui arrivent comme en télé, quoi. Parce qu'on va tout de suite vouloir se rapprocher de ce qu'on produit en télé, mais on n'a pas forcément les moyens. Donc, c'est quand même une solution, je trouve, qui est pas mal là-dessus sur cette partie vidéo, quoi. Après, c'est vraiment pour du podcast audio, StreamYard, c'est pas trop ça, quoi. Il y a aussi en bêta disponible Adobe Podcast. Est-ce que tu as pu le tester? Alors, je ne l'ai pas testé parce que j'ai pas de projet d'enregistrement à distance en ce moment. Donc, je l'ai pas testé, mais j'ai lu pas mal de choses dessus. Je suis allé faire un tour sur le site, j'ai posé un peu des questions. Donc, pareil, il a pas mal de solutions avec l'IA, notamment les outils qui étaient déjà dispo. Donc, là, Adobe Enhance pour retaper un petit peu le son qui est foireux, qui marche quand même très bien. Le mic test, le mic check, ils appellent ça, qui est super pour des gens qui sont néophytes. Ça va te dire si tu es dans la bonne position par rapport au bruit de fond, par rapport à plein de choses. C'est assez bien foutu et ça sauve pas mal de choses. Et il y a également les outils d'audio transcription, donc ce qui est pas mal aussi. Je pense qu'ils sont quand même récupérés tout ce qui se faisait ailleurs. Juste, ils ont l'avantage, eux, d'avoir un gros train d'avance sur tout ce qui est traitement du signal audio parce qu'ils ont toute leur suite de logiciels qui traitent déjà de ça. Et donc, du coup, en termes de qualité, je pense qu'ils sont un peu au-dessus sur le nettoyage des pistes, etc. Et le petit truc en plus que je crois pas avoir vu ailleurs, c'est qu'ils ont des musiques libres de droit que tu peux récupérer, qui sont déjà prééditées en des sortes de boucles que tu peux venir utiliser pour tes podcasts. Donc, ça peut être pas mal quand on n'a pas trop de budget, qu'on n'a pas envie d'acheter une instru, qu'on n'est pas accompagné par un ingé son pour justement nous découper les instrus à la bonne distance, etc. C'est quand même quelque chose qui peut être utile. Donc à suivre, il faudra, je pense, le tester un peu plus en profondeur, avoir des retours d'utilisateurs pour avoir un peu les défauts et les avantages.
D'ailleurs, on est curieux si vous l'avez utilisé, donc Adobe Podcast, et que vous avez envie de nous partager, votre retour d'expérience. On sera super curieux, Benjamin, et moi, que vous nous partagiez, votre impression. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous avez déjà testé d'autres outils? C'est quoi votre comparatif? La communauté EcoFactory est là pour ça, pour se donner les bons conseils et les bons tips. Donc une fois qu'on a choisi son outil, eh ben, il faut, se mettre dans les bonnes conditions, pour, enregistrer. Là, on va se concentrer, vraiment sur, des bonnes pratiques de podcasteur à distance. Donc on s'installe devant son écran. Si on n'a pas de studio, par exemple, si dans son coworking, dans ses bureaux, il y a pas de studio insonorisé, il va falloir, eh bien, faire le tour de chez soi pour trouver quel est la bonne endroit qui est le mieux, d'un point de vue acoustique, j'entends. Moi, avant, j'enregistrais dans mon bureau et j'ai eu pas mal de retours, surtout de mes copains ingé son qui disaient: «Franchement, ton son, il est pas terrible là, Anne-Claire». En fait, mon bureau était assez haut de plafond, il y avait peu de mobilier et tout et du coup, j'ai fait le choix d'enregistrer mes, épisodes dans une autre pièce, de chez moi, qui est une toute petite pièce où il y a un canapé, donc je suis en tailleur sur un tapis, un grand rideau et tout et je crois que, le son est un peu mieux. Donc ça, c'est important aussi que vous choisissiez bien le lieu où vous allez enregistrer, parce que quand on enregistre à distance, c'est donc du coup, on n'a pas forcément un studio, à portée de main. Les autres bonnes pratiques qu'on peut avoir en termes d'organisation, ça va être Alors, le pire, c'est les frigos, honnêtement, surtout quand ils commencent à s'activer avec le compresseur, parce que ça varie. C'est un son qui s'enlève, mais qui est compliqué à enlever, qui prend beaucoup de place. En numéro 2, je mettrai les ventilateurs d'ordinateur portable, qui ne font pas de bruit au début de l'interview, qui au bout d'un moment se mettent à souffler. Tout s'enlève, mais ça abîme plus ou moins la voix. Et après, il y a tout ce qui est, ça reste les bruits de ville, quoi. Si on a une fenêtre ouverte, un truc, une rue passante, où on a des motos, des gyrophares, tout ce qui ne peut pas s'enlever, en fait. Donc, bon, ça, généralement, les gens s'en rendent compte, mais il faut quand même l'avoir en tête. si je suis en train d'enregistrer et que j'entends un gyrophare derrière, qu'est-ce que tu conseilles? On s'arrête et on reprend sa phrase? Si vraiment il est fort, ça peut être une solution, ouais. Après, si on s'en rend pas compte, c'est pas dramatique non plus, que je pense que tout le monde a noté sur des enregistrements à distance que, ben, on n'est pas dans les studios, donc il y a quand même une tolérance qui se fait. Tout dépend de la distance par rapport à la fenêtre, voilà, vraiment du bruit que ça fait. Si vraiment on l'entend fort, il vaut mieux arrêter et reprendre. Après, je pense que ce qui est important surtout, c'est que, en tant que host du podcast, de prendre vraiment le temps en début d'épisode pour écouter un petit peu ce que donne le son de l'invité, de se faire sa checklist de questions à poser, même si on n'entend pas forcément, parce qu'il y a, ben, Riverside le fait, il y a du nettoyage qui se fait des fois en direct ou pas, selon les plateformes qu'on utilise, et du coup, ça peut masquer certains sons, mais s'ils sont présents, ça peut abîmer la voix. Donc, de pas hésiter à poser les questions. Donc, comme j'ai dit, frigo, ventilateur, est-ce qu'il y a du monde autour, si c'est un coworking, s'il y a du passage. Voilà, poser tout ce genre de questions et de surtout prendre le temps d'écouter la voix de l'invité et de se rendre compte de la distance. C'est-à-dire, si on entend beaucoup d'écho, si on entend la voix très faible, alors ça peut être soit monter le niveau du micro, soit rapprocher le micro, mais faire attention à ces détails avant de commencer l'enregistrement. C'est important et par exemple, Riverside permet de moduler le niveau sonore de chacun des micros. Donc vous pouvez avoir un petit peu un petit pouvoir là-dessus, mais aussi est-ce qu'il est bien positionné par rapport à son micro et cetera. On va rentrer dans les détails par rapport au micro, juste après, mais il y a aussi un point qu'il ne faut pas oublier, c'est est-ce que tu as mis ton téléphone en mode avion? Est-ce que ton invité a mis son téléphone en mode avion? Parce que moi j'ai entendu des podcasts, vraiment même, des podcasts connus qui sont là depuis longtemps, qui ont pas mal d'écoute, où l'invité au milieu de l'interview, on entend le vibreur se mettre en route, sur la table à côté et ça franchement ça coupe carrément, l'expérience, auditeur. Pareil les notifications WhatsApp sur son ordinateur, LinkedIn et cetera. Il y a plein de petits bips qui sont là pour, nous déconcentrer au quotidien et qui ne doivent pas déconcentrer vos auditeurs et vos auditrices. On le disait en début, d'épisode, il y a des choses sur lesquelles nous, on a le pouvoir, podcasteurs et podcasteuses, de utiliser les bons outils, de bien régler, de bien, aussi, faire en sorte que nous, on coupe les modifications, de choisir un bon lieu pour enregistrer. Mais, vraiment le plus gros problème, c'est souvent le son de l'invité parce qu'il n'a pas de micro chez lui.
Moi, j'ai de la chance parce que j'enregistre principalement des professionnels du son et des podcasteurs, podcasteuses, donc généralement, ils ont, leur micro sous la main. Mais ça m'est déjà arrivé des mauvaises surprises, donc et je me suis mordu les doigts en me disant: «J'aurais dû, insister, plus sur le fait qu'il fallait avoir son micro». Moi, ça me semblait évident, mais en fait, ce qui est évident pour, toi ne l'est pas forcément pour ton invité. Donc, n'hésite pas à mettre du rouge souligné, de le répéter plusieurs fois dans ton process, en amont, d'onboarding, invité. Et donc du coup, si l'invité n'a pas de micro professionnel, il va utiliser un kit main libre. C'est important de savoir bien le positionner. C'est quoi tes conseils, toi, sur, le positionnement du kit main libre, si c'est vraiment le plan, Z, en fait, dont on dispose? Alors, sur le kit main libre, c'est clair que c'est, je pense, la solution la moins pire. Honnêtement, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le son directement de l'ordinateur, où on est à distance, justement, on est très loin de l'ordi, on récupère toute la reverb de la pièce et tout ce qui peut, toutes les bruits de manipulation autour. Le kit main libre, alors s'il a une pince, c'est l'idéal, c'est de l'accrocher au niveau du col ou à cette hauteur-là. De bien faire attention, de pas avoir de collier, de grosses boucles d'oreilles qui font du bruit. On a oublié de préciser, mais c'est dit aussi, casque obligatoire pour l'invité, pour pas avoir justement les repiques du son. Surtout que là, on est à distance, on s'en rend compte, on a un décalage, donc tu peux avoir la voix qui sort dans le micro en décalé, et là, ça devient une galère pas possible à monter. Donc voilà, donc l'idéal, c'est de l'avoir pas trop près de la bouche, pour pas avoir un son trop présent, pas trop loin non plus, pour pas l'avoir évidemment trop distant. Mais voilà, au niveau du col, ici, c'est quand même une position qui en général est pas mal. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, si on n'a pas de pince, prendre un petit bout de sparadrap, de scotch, mais de ne pas le tenir à la main, parce que c'est un micro, et un micro, dès qu'on le touche, je le fais avec mon micro dessus, dès qu'on le touche un petit peu, ça fait du bruit. Donc, si on a son kit main libre et qu'on le tripote parce qu'on est un peu stressé, parce qu'on s'ennuie, on va faire un boucan pas possible. Donc, il faut pas hésiter en tant que host du podcast de prévenir son invité, d'être attentif à ces bruits-là, ce qui est pas évident quand on pose des questions, mais de lui dire, voilà, là, tu fais du bruit, essaie de le positionner. S'il pendouille, juste de le caler sur une couture, mais voilà, d'essayer de l'avoir dans une position fixe. C'est super important, ça m'est arrivé lors d'une interview et j'ai mis longtemps à comprendre ce que c'était ce petit bruit et tout, j'étais comme ça et en fait, effectivement, c'était le kit main libre qui frottait contre le t-shirt, parce que la personne en face était un petit peu, nerveuse, elle bougeait. J'ai un peu galéré au montage pour le retirer, j'ai dû zoomer beaucoup, essayer de trouver où est-ce que ça venait. Mais bon, ça arrive, ça fait partie aussi, des qualités de podcasteurs, podcasteuses, comme tu disais, mettre du cadre et puis, savoir rebondir et expérimenter et puis, continuer de toujours, s'améliorer. Exactement. Sachant que les bruits de frottement de micro sont très difficiles à enlever, il n'y a pas de filtre automatique pour les enlever. Autant un bruit de fond, on peut l'enlever. Il y a des plugs qui existent. Pour les frottements de micro, j'en ai vu un qui existe, mais qui est assez cher. Donc c'est pas très accessible et voilà. Il faut vraiment éviter ce genre de délire. Quitte à vraiment arrêter, l'interview et dire: «Vas-y, on reprend, je te reprends des questions» parce que là, j'ai vraiment entendu, beaucoup. Quitte à faire des retakes aussi. Des retakes, c'est donc de redemander à son invité s'il y a une phrase qui était particulièrement clé, où on entendait vraiment le bruit du micro, d'envoyer un petit message à l'invité en disant: «Est-ce que tu pourrais me renvoyer une note vocale, pour, que je la réintègre?» Donc ça va être aussi ah, je vois Benjamin qui a des sueurs froides! Très, très attention aux retakes. Les retakes, c'est assez compliqué à faire techniquement parce qu'il faut que tu sois exactement dans les mêmes conditions qu'à la prise si tu veux pas galérer. Donc, même lieu. Des fois, si le lieu est bruyant, selon l'heure du jour ou de la nuit, l'ambiance sera différente, la voix sera différente. Quelqu'un qui enregistre la nuit ou le matin, il a pas la même intonation parce qu'on n'est pas réveillé, qu'on n'est pas dans la même énergie. Donc, les retakes invités, c'est quand même mieux de le faire en live, d'essayer d'être attentif et voilà. Donc après, si c'est la seule solution, tu peux quand même le faire, mais vraiment le faire en live. Et pareil sur les hésitations. Moi, je travaille sur pas mal de podcasts avec des invités à distance qui sont très nerveux et qui hésitent beaucoup sur les phrases et je passe un temps fou à découper les euh. Alors maintenant, avec l'expérience, j'arrive à le faire assez vite et proprement, mais c'est pas donné à tout le monde, surtout si vous n'êtes pas accompagné. Donc, je pense que des fois, si l'invité patauge un peu, le laisser finir sa phrase et lui dire, voilà, là, tu as pataugé. Vu qu'on a un peu de temps, ça serait cool que tu reformules, que tu sois un peu plus concret et de pas avoir à faire ça en post-prod parce que c'est compliqué à faire. Et surtout, tu auras une phrase qui sera plus concrète, il aura peut-être reformulé ses idées d'ici là. Et le but, quand tu invites quelqu'un, c'est aussi de le mettre en avant. Et donc, s'il bégaye toutes les deux phrases et qu'il fait que bugger, certes, tu auras enregistré vite, mais derrière, il y a beaucoup de post-prod et au bout d'un moment, tu risques d'avoir la flemme si tu n'es pas accompagné de vraiment tout retaper. Ça ne sert personne, je veux dire. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un message que on a envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que,
Bah, vous êtes l'hôte du podcast et vous êtes le maître ou la maîtresse, de votre maison et donc du coup, c'est aussi à vous de faire en sorte que, l'invité, à la fin, il soit fier de l'épisode qui va sortir avec vous et ça demande de mettre du cadre, de faire reprendre. Ça peut être un petit peu on peut dire: «Ah, mais je me prends pour qui de faire ça?» et cetera. Mais en fait, l'image que vous renverrez, elle sera, d'autant plus professionnelle parce qu'elle sera une personne qui a conscience de la qualité qu'elle a envie de donner à son audience. Donc, vous aurez tout à y gagner, votre invité et vous. J'avais envie de vous donner un petit tips par rapport à, la gestion d'une conversation en visio parce qu'en fait, parfois, il y a quelque chose qui peut se passer, qu'il peut y avoir un petit décalage ou que la personne est en train de parler et comme on est à distance, le eye contact, il peut un peu, partir parce qu'on est en train de discuter et tout. La personne, elle part dans un tunnel et toi, tu as envie de réagir. Plutôt que de lui couper la parole, parce que du coup, peut-être, elle sera au milieu d'une idée et puis ça peut donner, l'impression pour, à tes éditeurs et tes auditrices que la conversation n'est pas assez fluide. C'est de vous mettre d'accord en début de conversation sur un signe qui indiquera que l'un ou l'autre, vous avez envie de rebondir sur ce que la personne, dit en face. Donc ça peut être lever à la main, ça peut être, faire un pouce, faire, voilà. Ça sera avec vos mains, j'imagine, à moins que ça soit un vieux clin d'œil, mais entendez-vous, sur un signe, tous les 2, un peu comme, au Kems. Je sais pas si tu joues au Kems quand tu étais Ouais, petit, bien sûr. c'est un jeu de cartes. Donc un signe qui indiquera que vous avez envie de rebondir. Ça permettra à la personne de terminer sa phrase et à la personne en face de rebondir pour, avoir un niveau de conversation fluide et éviter les longueurs aussi. Une fois qu'on a enregistré notre épisode, et qu'on a envie de bien masteriser le traitement audio, de traiter notre son pour qu'il soit meilleur, je sais que toi, tu t'étais noté, quelques outils ou quelques, trucs à intégrer dans sa, chaîne de production. Est-ce que tu as envie de nous les partager? Ouais, alors on peut en partager pas mal. Il y en a pas mal qui sont gratuits, qui sont intéressants. J'ai le Crumble Pop, par exemple, de chez Boris FX, qui sert à enlever les pops dans les micros quand on parle trop près. Et il est gratuit. Donc ça, c'est assez pratique. J'ai ce qu'on appelle un GSR. Le GSR, c'est le plugin qui sert à enlever le côté sifflant sur les S, qui est plutôt agressif. Donc de chez TGSR. Donc on mettra des références des plugins parce que mon anglais est très mauvais et que c'est pas très agréable. Donc voilà, il y a celui-là qui est pas mal, en gratuit. Ce qui est très utile pour tout ce qui est bruit de bouche, c'est des clickers de chez Isotope. Pour enlever tout ce qui est bruit de bouche, de mastication, qui, pour ma part, je trouve ça insupportable quand j'écoute un podcast et qu'il y a un peu tout le temps, je trouve que c'est horrible. Donc voilà, celui-là, il est pas très très cher. J'ai plus le prix en tête. Je ressortirai parce qu'il est un peu ancien, qu'il est le nouveau qui est sorti, donc les prix ont dû varier. Donc tout ça, ça sera dans le guide. Mais voilà, ça, c'est vraiment indispensable pour moi d'enlever le bruit de bouche. C'est vraiment le truc basique. Après, il y a toute une série de plugins, donc des Q et de compresseurs qui sont très utiles, mais pas faciles à prendre en main. C'est là où l'accompagnement quand même par un ingé son est assez important. Alors, ce qui est bien dans le podcast, c'est que c'est pas très compliqué si on est sur du podcast simple d'entretien. Donc même des ingé sons qui seront un peu débutants, qui seront peut-être moins chers que les tarifs que je vais pratiquer moi ou d'autres ingé sons d'expérience, il faut pas hésiter. Il vaut mieux être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît un peu, que si on est vraiment néophyte, que d'essayer de se former de suite. Je pense que l'accompagnement est quand même, avec le côté recul aussi de la personne qui écoute. Il vaut mieux investir sur du montage que acheter toute une série de plugins qu'on ne saura pas forcément utiliser. Donc ça, je pense, c'est un truc qui peut être important à prendre en compte quand on investit. Ensuite, dans les plugins gratuits aussi, il y a le Adobe Enhance, donc, qui est en ligne, qui lui va permettre vraiment de retaper le son, de récupérer un son de téléphone et d'en faire presque un micro. Ça marche plutôt pas mal. Il est encore en version bêta du coup, parce qu'il est gratuit. Et donc ça marche beaucoup mieux sur de l'anglais que sur du français. Et que des fois, ça peut faire des effets un peu bizarres dans la voix. Donc à tester, à essayer avant. Et le gros problème surtout, c'est en termes de process, parce qu'il faut mettre sa piste audio sur son navigateur internet pour que le traitement soit effectué, réimporter sa piste audio après. Donc ça demande quand même des temps de transfert qui sont un peu pénibles. Et du coup, un plugin qui est payant, mais qui vraiment fait le même taf et qu'on peut doser, il y a le DX Revive de chez Accentize. C'est ce que j'utilise quasiment tout le temps maintenant. Il y a la version normale qui est à une centaine d'euros. Et en fait, il y a juste un bouton à tourner. Ça nettoie les bruits de réverbération, les bruits de fond. Ça rajoute les fréquences manquantes sur les micros de mauvaise qualité. Ça va rajouter du grave, de l'aigu.
C'est assez magique, ça marche très très bien. Pour une centaine d'euros, et voilà, si vraiment il y a un plugin à investir, je pense, c'est vraiment celui-là. Moi, je m'en sers tout le temps maintenant, sur toutes les mauvaises prises de son à distance, c'est vraiment le truc essentiel. Et la version normale marche bien, la version pour est à 300 euros, et la version normale est largement suffisante. Pour 100 euros, ça vaut le coup, quoi. Et j'ai pu entendre des podcasts pour lesquels tu travailles. Et effectivement, le résultat est vraiment bluffant. Donc, tous ces plugins avec leur utilité et leurs bénéfices seront indiqués dans le guide qui accompagne cet épisode. N'hésitez pas à le télécharger et eh bien faire votre choix aussi en fonction de tous ces critères que donne Benjamin. Est-ce que vous êtes accompagné, pas accompagné d'un ingé son? Mais en tout cas, n'hésitez pas à passer un petit peu de temps à étudier ces techniques parce que en quelques clics, en fait, en quelques ajustements, améliorations dans votre process de production, ça pourra donner une qualité audio bien meilleure. Et on l'oublie pas, ben, les auditeurs et les auditrices, maintenant, ils sont devenus assez exigeants. Et donc, du coup, une bonne qualité audio, c'est une qualité auquel on ne fait pas attention. Si vos auditeurs et vos auditrices font attention à votre qualité audio, ça indique qu'elle est mauvaise. Donc, c'est intéressant que vous penchiez sur le sujet. Un petit point par rapport à la vidéo, c'est quelque chose qui est devenu fondamental. En fait, une grosse question qu'on se pose comme podcasteur et podcasteuse. Est-ce que j'intègre la vidéo à mon podcast? Alors, on peut l'intégrer comme un vidéocast et diffuser, par exemple, sur YouTube, l'intégralité de son épisode, ou on peut faire des short vidéos, des mini-clips qui vont être plus là pour la promotion. Toujours est-il que si on enregistre à distance, on a besoin d'un écran. Donc, c'est dommage de pas faire une pierre deux coups et d'utiliser la vidéo à intégrer à sa stratégie de contenu comme podcasteur. Toi, tu conseilles d'utiliser la vidéo dans quel cas et à quels éléments il faut faire attention si on décide d'utiliser ce nouveau format avec son podcast? Alors, la vidéo, de ce que j'ai bien compris, déjà, ça permet une diffusion sur YouTube, qui est le moteur de recherche principal pour tout ce type de programme, surtout quand tu veux toucher un public qui n'est pas habitué à écouter du podcast. Là, je me rends compte depuis que je produis moi du podcast et que j'en fais la promo, qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas où écouter un podcast. Donc YouTube, c'est quand même un endroit qui est assez intéressant pour se développer. La vidéo, alors sur une histoire d'entretien comme on fait là, c'est vrai que ça va être assez simple, parce on discute, on voit juste les visages, c'est convenu. Le gros souci qu'il y a, ça va être pour faire ton montage vidéo. Sur quelqu'un qui est très stressé, très hésitant, mais tu vas pas pouvoir couper grand chose parce que, ben, là, quand je parle, je bouge la tête. Donc, si tu me coupes, je vais, hop, atterrir ici d'un coup. Ou ici, faire des sauts, des trucs un peu bizarres. Et du coup, ben, tu vas être obligé de laisser le truc quasiment sans montage ou alors des grosses coupes que tu vas accorder pour faire des avances rapides sur des temps morts ou sur des sujets que tu veux éviter ou finalement d'aborder dans ton montage final. Mais je trouve qu'en termes de contenu audio et d'expérience audio, on va perdre en fluidité. Donc il y a quand même un choix à faire là-dessus. Donc je pense que sur des podcasts très longs, ça vaut pas le coup d'avoir tout le podcast. Après, comme je suis tes newsletters et tes vidéos, je constate que aussi ça peut servir de mini capsule pour les réseaux sociaux qui te permettent de faire une très bonne promo. Donc j'ai bien retenu la leçon et c'est ce que je conseille maintenant aux gens qui veulent faire de la vidéo sur les podcasts, et voilà, de vraiment utiliser le format court et ne pas mettre tout le programme pour garder la fluidité audio. Et il y a quelque chose aussi à prendre en compte, ça va paraître bête quand je le dis maintenant, c'est que en fait l'audio, il y a un aspect visuel et donc un aspect esthétique qui est à prendre en compte. Donc quand on pouvait se pointer et faire son podcast, pas forcément bien coiffé, pas forcément peut-être avec un vieux sweatshirt, un vieux t-shirt ou pas maquillé pour celles et ceux qui désirent se maquiller, et ben maintenant si on intègre de la vidéo, c'est important de prévenir son invité que ce sera le cas, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir besoin d'une préparation, mentale ou physique, pour accepter de passer à la caméra, et aussi de faire attention, au cadre. Par exemple, moi, derrière moi, il y a les livres de mes filles, que j'ai mis, et donc je change régulièrement selon aussi, la thématique que j'aborde. Je mets, Peter Pan ou je mets, les aventures, de, un tel ou un tel. Donc le cadre dans lequel, on intervient va être important, va autant compter que ce que dit, l'invité,
en face et aussi, tout ce qui est, la lumière. Voir est-ce que je suis près d'une source de lumière qui est, naturelle? Est-ce que ça va, du coup, bien rendre? Par exemple, toi et moi, on a décidé d'enregistrer dans ton studio, du coup, le studio dans lequel, tu enregistres avec notamment tes clients et pas chez toi parce que c'était pour une question de lumière, de luminosité et cetera. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, quand on décide d'intégrer, la vidéo. Exactement, ouais. J'aurais pu faire ça chez moi, mais c'était vraiment pas très beau, ouais. Est-ce qu'en termes de matériel, si on décide d'intégrer la vidéo à son podcast, est-ce qu'il faut changer, de matériel, de micro? Moi, par exemple, j'ai un gros micro, que toi tu m'avais conseillé, qui est un Thomson SC420. Il y a un gros filtre anti-pop et je sais que parfois ça m'amène à, me tourner un petit peu, en fait, pour me trouver face, au micro, et pas me retrouver vraiment face à la caméra parce que le filtre anti-pop, sinon il cache tout mon visage, ce qui est un peu, dommage. Est-ce que, il faut, si on intègre la vidéo, avoir en tête d'avoir le bon matériel, le bon micro et c'est quoi ton avis là-dessus? Alors, c'est exactement la problématique. C'est-à-dire que ce micro-là, je te l'ai conseillé à l'époque où ça se faisait pas beaucoup de la vidéo, où tu avais aussi un problème d'acoustique. Donc, du coup, j'avais choisi un micro dynamique, il me semble, large membrane. Et d'ailleurs, on le constate là dans le mouvement que tu viens de faire. Dès que tu vas te rapprocher de ton micro, on va avoir un son beaucoup plus présent, on aura beaucoup moins de son de la pièce, et on arrive sur un son un peu plus chaleureux, et ce qui est plus intéressant en podcast. En fait, cette position où on voit quasiment pas ta tête et que tu es collé au micro, c'est la position que tu devrais avoir en permanence pour avoir un son correct. Pas pratique pour de la vidéo, j'avoue. Non, pas pratique pour de la vidéo, donc il va falloir que je réfléchisse, à mon matériel, effectivement. Je sais que tu as préparé, 3 références de micros pour nous montrer un petit peu, ce que ça représente et ce sont des micros qui ont les bons critères pour passer en vidéo. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Ouais. Alors j'ai fait un choix là dans la sélection, c'est de partir sur un budget, on va dire restreint, parce qu'il y a des micros, on prend notamment un SM7B qui est quand même la référence des podcasteurs, qui lui fonctionne aussi bien en proximité qu'en distance, mais il coûte 300 et quelques euros. Donc c'est déjà un budget, surtout s'il en faut deux si on a des invités. Alors si on est à distance, ça peut valoir le coup, mais plus une carte son, enfin. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé d'utiliser donc des micros autour d'une centaine d'euros. Donc là, celui que j'utilise depuis le début de l'interview, c'est le SE7 de chez SE Electronics. Il coûte 109 euros. Donc je vais bouger un petit peu mon ordi pour qu'on puisse le voir. Il est ici, juste au-dessus de moi. Donc j'ai pris un pied de perche, je l'ai mis dessus. L'avantage donc qu'on voit, c'est qu'il peut facilement se mettre hors du cadre. Donc c'est-à-dire que là on voit pas de micro. Je pense qu'en termes de timbre, on est plutôt pas mal. Donc la différence qu'on aura avec un micro large membrane, c'est que si je me rapproche, là, on arrive sur un truc un peu plus radio. Alors là, par contre, on a un peu moins, mais on a quand même de la présence qui est correcte. Le truc qui fait un peu la diff, c'est que là, je suis dans mon studio. Donc, vous voyez, j'ai des trous dans les murs derrière. C'est du placo qui est percé avec des mousses acoustiques pour éviter les résonances. J'ai de la mousse au plafond, des tapis au sol. Donc là, je peux hurler comme je veux. Il n'y a pas de reverb dans le studio. Alors qu'un micro comme ça, si tu le mets dans ta pièce où tu as enregistré à tes débuts, par exemple, on aura vite l'impression que tu es dans une cathédrale. Donc ça va être un peu la limite de ce genre de micro. Il faut vraiment être dans un endroit neutre et pas trop bruyant parce qu'on entend quand même un peu loin derrière avec. Mais je trouve que voilà, pour 109 euros, on a quand même un micro qui est de qualité, qui sert. Autre grosse qualité de ce micro, donc tu as pu l'entendre, ça n'a pas encore été traité le son, c'est que comme je suis loin, j'ai quasiment pas de bruit de bouche. Donc j'ai pu prendre un café avant l'enregistrement, ce que je déconseille à tout le monde. Mais là, ça gêne pas parce que le micro est loin, du coup, j'ai pas ce problème-là. C'est vrai, là, on l'a pas précisé dans les bonnes pratiques de l'organisation. Évitez, de boire du café avant votre enregistrement parce que le café va assécher la bouche et va créer cette salive, en fait, qui va créer ces bruits de bouche, ce claquement sur, vos dents, sur vos lèvres, sur votre, langue et donc préférez plutôt, de l'eau ou, du jus de pomme ou du jus de citron. Exactement. Mais c'était dans le premier livret qu'on avait fait. Exactement, et vous retrouverez tous ces conseils ainsi que toutes les références des plugins, des micros et tout dans le guide qui accompagne cet épisode. Le deuxième micro que tu as choisi, quel est-il, Benjamin? Alors, je vais faire un petit tour de magie. Je vais baisser mon fader, remonter le deuxième et utiliser donc le micro qu'on voit à l'écran. Donc là, je vais le tenir parce que par rapport à la config, je suis un peu loin de la table, ça va être un peu compliqué. Mais normalement, il fait pas trop de bruit. Du coup, on reprend sur le Zoom ZM1, donc qui est micro dynamique. Donc là, on le voit pas à l'image du coup, mais s'il faut que je me rapproche pour avoir un son un peu plus présent. Ok. Donc là, si je m'éloigne,
Normalement, c'est un peu moins présent. Donc bon, ça se travaille après si on prend des pieds de micro pour se le mettre un peu plus en proximité. Et voilà. Donc il sera dans le champ, mais il est pas très très moche comme micro. Donc il est quand même esthétique. Le gros avantage de ce micro, du fait qu'il soit moins sensible, déjà si je suis à côté du micro, on m'entend presque plus. Du coup, s'il y a du bruit de fond, que vous êtes dans un coworking, qu'il y a des trucs, ce micro, il va quand même bien vous aider à éliminer les bruits ambiants. Donc c'est un de ses gros plus. Et le gros plus, c'est que il est vendu 91 € avec le casque ici présent. Donc du coup, si vous avez vraiment aucun matériel, vous avez le casque, le micro avec le petit support de table qu'il y a ici et la mousse qui sert d'anti-pop, mais il est très peu sensible au plosif, même de proche si je fais des ça sature pas normalement ou très peu. Donc c'est quand même un gros luxe quand on a des invités qui savent pas gérer ou même pour nous si on est un peu expansif dans la voix, c'est un micro qui va bien encaisser. Et voilà, à conseiller sur des voix d'hommes, des hommes qui ont des voix bien graves, celui-là il va vraiment le rendre très très charmant. Et du coup voilà, l'image il permet dans cette distance-là, si je le tiens ici, d'avoir quand même un rendu image-micro qui est quand même plus correct que sur ton micro large membrane avec l'anti-pop qui va te prendre toute la place. Très intéressant à prendre en compte. Et la troisième référence que tu avais en tête de nous présenter aujourd'hui. Alors la troisième référence, je cherche sur mon bazar. Hop. Donc la troisième référence, ça va être, je vais l'équiper là avant de l'activer. La troisième référence, c'est le Saramonic B-Link 500 Pro. Donc c'est du micro HF, donc qui est assez petit, comme tu peux le voir, qui permet, donc là je l'ai pas rentré parce qu'on est en live et qu'on va essayer de gagner du temps, mais si tu le fais passer sous ton t-shirt, tu auras juste la petite capsule là qui ressort. On a un son qui, je sais pas ce que tu compares aux autres, qui est quand même assez présent. Donc on aura les mêmes qualités, effacer un peu le bruit de fond ou les échos que sur les micros dynamiques. Côté flexible en plus, il est vendu soit avec un seul émetteur, soit deux. Donc si jamais vous êtes deux présentateurs ou si tu veux aussi l'utiliser pour faire des interviews à deux, c'est assez polyvalent. Ça se recharge avec un câble USB, donc il y a une batterie interne, pas de pile, etc. C'est une solution pour l'image qui est pas mal au final, le micro HF. Comme pour le kit mais libre, donc éviter les colliers. Mais là, tu vois, si je bouge mon t-shirt, normalement, j'ai pas forcément beaucoup de bruit. Là, j'ai tiré fort, mais si je bouge, j'ai un peu de frottement, mais ça va. Donc, c'est une autre solution. Le seul défaut qu'il a, c'est qu'il a une toute petite latence. En même temps qu'un autre micro qui est branché en direct, ça va faire un effet de déphasage. Là, je remets le premier micro, par exemple. Et là, quand je mets les deux, tu vas entendre une sorte d'écho un peu bizarre. Voilà, qui fait, voilà, comme c'est des micros numériques, en fait, il y a un tout petit décalage qui se voit pas en termes de labial, c'est-à-dire que normalement, je suis quand même synchro à l'image, mais du coup, il va y avoir ce petit déphasage avec d'autres micros. Donc, mais si tu utilises que des micros HF comme ça, tu seras pas mal. En termes de qualité de son, on est un peu moins joli que sur le ZDM1 ou que sur l'autre micro, mais c'est une solution qui, voilà, qui est flex et surtout si tu te déplaces, que tu enregistres en nomade, tu as un boîtier comme ça pour l'émetteur, un autre pour le récepteur, c'est tout petit, ça se rentre dans une petite pochette, une trousse, voilà, c'est quand même pas mal. Super pratique. Merci, Benjamin pour, tous ces conseils. Moi, je trouve ça trop ludique de pouvoir changer en quelques push sur ta tablette, tous ces micros et la façon dont tu l'expliques, ça permet de se dire qu'un micro, ça se réfléchit dans un cadre global par rapport à un type de projet, par rapport à un type d'usage et cetera et donc je vous invite à regarder, d'un peu plus près, toutes les références qu'a partagé Benjamin. Si vous avez envie de le retrouver, il y a le guide qui est à télécharger et si vous devez repartir avec un grand message à la fin de cet épisode, c'est de se dire que, on ne doit pas sacrifier la qualité audio de son podcast parce qu'on enregistre à distance. Il y a des choses qui sont à mettre en place, des techniques à la fois en termes d'organisation, de management de votre invité, mais aussi de choix, d'outils, de logiciels, de plugins, de micros et que si vous passez un petit peu de temps, dessus et même si vous demandez conseil à des professionnels, comme Benjamin et ben, ça vous permettra de faire un grand jump, un grand saut, dans, le positif, en termes de qualité audio, ce qui est vraiment important, pour, attirer une audience de plus en plus grande. Merci, Benjamin. Est-ce que tu as envie de dire un dernier message avec lequel, nos auditeurs et nos auditrices doivent repartir aujourd'hui?
Voilà, le message que j'ai envie de faire passer, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est que quand on se lance dans un podcast, qu'on n'a pas forcément énormément de budget au départ, il y a des solutions assez accessibles. Il faut pas hésiter à investir un petit peu au départ et que la qualité de l'audio est importante, mais tout ce qu'il y a autour, ce dont tu parles dans tes newsletters, etc., c'est-à-dire l'organisation, la façon dont on va poser ses questions, son positionnement, sont pour moi aussi importantes que l'audio et qu'il faut vraiment essayer d'avoir une vision globale de tout ça. S'il faut mettre la qualité audio de côté au départ, je pense que c'est moins grave de prendre du matériel un peu moins qualité, mais d'utiliser comme il faut et de vraiment bien travailler son positionnement et sa communication pour ensuite se permettre d'investir un petit peu plus dans du matériel et pour pas avoir acheté du matos dans le vent si au bout de 2 mois on abandonne parce qu'on n'est pas organisé, qu'on n'est pas bien positionné, etc. Et c'est un technicien qui le dit, donc Croyez-le. Merci beaucoup Benjamin pour tous ces conseils. Auditeurs, auditrices de Antipop, venez nous dire ce que vous avez pensé de tous ces conseils, si ça vous a été utile, s'il y a des choses qu'on a oubliées, que vous auriez envie de nous partager pour faire profiter toute la communauté. N'hésitez pas à venir nous parler sur Instagram @icofactory ou sur LinkedIn Benjamin Roa ROA ou Anne-Claire Leca LECAT, vous me connaissez bien. On sera ravis de continuer la conversation. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.